Eh ben, pour démarrer, on va faire un petit tour de table déjà pour se présenter, hein, pour dire un petit peu ce qu'on fait dans la vie et ce qu'on a déjà fait. Je te laisse démarrer, Julien, ensuite Cyril, et puis je terminerai. Oui, ok, merci Arthur. Oui, donc moi c'est Julien Gobert, je suis développeur depuis 2006, principalement développeur Java, back. Je suis très intéressé par tout ce qui est craft, test, petites questions, enfin le design aussi, autour du code. Et je suis chez Aola depuis 6 ans, où je peux intervenir sur ces sujets-là en tant que développeur senior généralement et également coach sur certaines missions. Tout à fait, j'ai le plaisir donc d'être collègue de Julien, je suis cofondateur d'Arola. Je m'identifie toujours comme développeur depuis une vingtaine d'années, un peu plus. Je suis cofondateur d'Arola et fondateur du Meetup Paris Craft, Paris Software Crafter en 2011. Aujourd'hui, il a bien grossi. Vous me connaissez peut-être aussi comme formateur, comme consultant et encore plus peut-être comme auteur de 2 livres, dont un avec des collègues, et puis aussi conférencier sur plein de sujets. Et en général, pas la testabilité. C'est ça qui est intéressant. Parfait. Ben, merci Cyril, merci Julien. Et moi, du coup, c'est Arthur Magne, donc CTO et cofondateur de Promise depuis 6 ans maintenant. Donc, ça fait à peu près 6 ans qu'on travaille sur cette problématique de qualité logicielle au sens large, mais surtout, on s'est recentré un petit peu depuis à peu près 2 ans et demi autour du partage de connaissances dans les équipes. Donc, ce qui nous amène à faire ce webinaire, hein, parce que c'est vraiment un objectif, c'est de partager aussi des connaissances là-dessus. Et on travaille avec des entreprises pour voir comment est-ce qu'on peut mettre en place des mécanismes aussi et des choses pour partager de la connaissance. Donc, pour faire une petite intro, justement, avant de parler de la thématique précise de la testabilité et d'architecture hexagonale, ce qu'il faut avoir en tête, c'est vraiment, justement, au-delà d'une thématique précise, cette problématique du partage de connaissances. Pourquoi est-ce que c'est important dans les entreprises et dans les équipes aujourd'hui ? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, les niveaux techniques sont très hétérogènes. Dans ce qu'on va retrouver, on a souvent des gens qui ont un profil, on va dire, un peu expert senior, puis des gens évidemment plus juniors. C'est normal, c'est la constitution même des équipes et des entreprises qui fait ça. Donc, il faut être capable de travailler avec des gens de tout niveau, que ce soit des juniors ou des seniors. Il faut être capable de discuter, d'échanger avec eux. Également, aujourd'hui, vous avez pu le voir, il y a un turnover qui est assez important dans les entreprises IT. Et évidemment, il faut faire aussi avec ça. Il y a des gens qui vont rester 1 an ou 2 maximum dans l'entreprise et qui vont partir. Évidemment, s'ils viennent, qui produisent un peu de code et qui s'en vont avec toutes leurs connaissances sans rien avoir partagé avec personne, évidemment, ce n'est pas très intéressant. Donc, ce qu'on va essayer de faire en sorte, justement, c'est de capitaliser sur les connaissances de tout le monde et d'essayer de trouver des mécanismes pour partager avec tout le monde autour de ça. Parce qu'aujourd'hui, dans les équipes, ce qu'on a pu voir, hein, c'est que souvent, ce partage de connaissances, il se fait de manière assez tacite. On va le faire lorsqu'on fait du pair programming, lorsqu'on fait du mob programming, donc plutôt justement à l'oral. Hein. C'est pour ça que je dis que c'est tacite, c'est assez volatile en fait. La connaissance, elle passe un peu à l'oral, mais on ne capitalise pas vraiment dessus. De la même manière, quand on fait des revues de code, lorsqu'on va rajouter des commentaires sur une code review, en fait, ce commentaire, il va être perdu lorsque le code va être mergé. Puis, en tant que développeur, alors c'est mon cas, c'est peut-être pas le cas de tout le monde, mais évidemment, je ne vais pas voir les anciennes merge requests pour me retaper les anciens commentaires pour voir ce qu'on avait dit. C'est quelque chose en fait qui disparaît un petit peu, même si c'est toujours là en réalité, ça disparaît. Donc l'objectif, ça va être de capitaliser vraiment sur ça pour éviter les effets de héros qu'on peut retrouver dans les équipes. C'est peut-être quelque chose qui vous parle, où on a une personne qui centralise beaucoup de connaissances ou beaucoup d'expertise, même sur un domaine précis. Par exemple, on a un expert sécurité et il n'y a que lui qui est capable de faire des revues de code sur la partie sécurité parce que c'est lui qui sait justement quand il y a des risques d'injection, etc. Ça peut être très dangereux parce qu'évidemment, si la personne part en congé ou quitte l'entreprise, on va devoir tout réapprendre nous-mêmes. Et après, entre différentes équipes, on va avoir une notion de silo de connaissances qui va apparaître de plus en plus. Aussi problématique. En plus, lorsqu'on fait appel à des prestataires externes, par exemple, ou des équipes externes, ou même des équipes de l'entreprise qui ne sont pas dans la même ville que nous, il y a des silos de connaissances qui se forment un petit peu naturellement. Évidemment, nous, on est sur Bordeaux. Si on travaille avec une équipe à Paris, si on n'a pas de points tech réguliers, ils vont peut-être faire de leur manière et nous, on va faire de notre manière. Et puis, on ne va pas forcément se partager de choses. Donc, ce qui peut être problématique. Donc là, on va voir un petit peu comment est-ce qu'on peut partager les choses, comment est-ce que lorsqu'un expert
comme Julien par exemple, passe sur du code, du coup, qu'est-ce qu'on peut identifier très rapidement? Parce qu'évidemment, en tant qu'expert ou en tant que développeur, tout simplement, on va avoir un regard toujours différent sur le code en fonction de notre expertise et de nos connaissances. Donc, Julien va sûrement voir des choses sur du Java que je serais incapable de voir. Et par contre, je vais peut-être voir des choses sur d'autres sujets que lui ne serait pas capable de voir, des code SMED ou des patterns en fait qu'il va pouvoir identifier. Et l'objectif, ça va être de pouvoir comme ça se partager un petit peu cette connaissance. Donc, on n'est pas là pour faire de la pub à fond pour ce qu'on a développé, mais évidemment, on va se servir des supports qu'on a mis en place. Donc, c'est des plugins pour les IDE et des plugins également pour les outils de revue de code avec Promise qui permettent de facilement remonter du coup ces sujets un petit peu de discussion et des pratiques qu'on va avoir derrière. On peut le faire sans parler d'outils. L'objectif, c'est de parler plutôt du cadre un petit peu et de comment ça va se mettre en place et à quel rythme, à quelle fréquence, qui est-ce qui partage des choses. Mais l'objectif, voilà, ça va être d'être en focus un petit peu sur ces pratiques autour de la testabilité d'ArchiExa. Donc, Julien, je te laisse la main à la limite pour présenter un petit peu de code et nous parler un petit peu de ça. Et Cyril, peut-être tu peux faire une intro d'ailleurs sur cette partie testabilité archi-hexagonale et pourquoi est-ce qu'on parle de ça et pourquoi est-ce que c'est important pour les équipes aujourd'hui? Tout à fait. Donc, c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas eu l'occasion de rappeler les bénéfices des tests et pourquoi on aime les tests. C'est devenu tellement, depuis tellement longtemps, une partie totalement intégrante de notre façon de penser, de nos réflexes. Parmi vous, d'ailleurs, une partie d'entre vous, je suis certain que peut-être même ça vous rappelez plus les arguments qui justifient les tests, tellement on est déjà test infected. Mais alors, quand il s'agit dans nos coachings, dans les accompagnements qu'on peut faire auprès d'entreprises d'un peu toute taille et de tout niveau de maturité, on doit encore convaincre certains et certaines de l'intérêt des tests. Donc, les arguments, on va les retrouver assez facilement. Le principal, à notre sens, c'est les tests. C'est l'option ultime pour changer facilement d'avis sur une implémentation. Avec des tests, changer le code, on n'a même pas peur. Petit clin d'œil d'ailleurs à Thomas Pierrin, avec les même pas peur qu'on avait inauguré en 2012 ensemble. Donc là, c'est le côté même pas peur de changer. Il y a un autre aspect dans les tests, c'est l'aspect documentation. Les tests décrivent le comportement attendu. Tout ça permet, avec le code, s'il est bien écrit, de faciliter la reprise. Donc, tu parlais de turnover, Arthur. Tout ça, c'est des questions qu'on gère dans le code. Il y a aussi un aspect de sérénité, il y a un aspect d'émotion qui est important quand on est en test. Et c'est certainement pour ça qu'on est accro au test une fois qu'on y a goûté. C'est que avec des tests, on continue, et c'est en particulier si on commence par les tests, on trouve les bugs très vite. Et donc, ça fait même pas mal. On en trouve plein, et en fait, on est content de les trouver. On les trouve à un moment où ils nous font pas mal, où c'est facile. Donc ça, c'est génial, c'est de la sérénité, du confort. Bien différent de trouver des bugs à la fin où on le vit au contraire comme un drame, comme un traumatisme, dans des situations où on est en plus sous pression, donc dans des situations les plus désagréables possibles. Donc on adore les tests et on aime les tests. Au départ, quand on m'a dit il faut faire une intro sur les tests, j'avais juste te dire c'est tellement évident, on aime tous les tests, c'est tout. C'est quoi les arguments? Julien, tu as des choses à ajouter peut-être? Oui, moi j'ai des choses à ajouter dans le cadre des missions de coaching que j'étais amené à commencer ces derniers temps. Et nous, oui, effectivement, on aime les tests. Et c'est pour ça qu'on intervient, qu'on peut intervenir comme ça chez certains clients pour coacher les gens. Et en revanche, c'est vrai que moi j'arrive parfois dans des équipes où les gens font pas de tests. Mais alors pas du tout. C'est-à-dire qu'ils disent si, on déploie sur un environnement et on teste. Mais par contre, les tests unitaires, ça n'existe pas. Et c'est vrai que au début, ça peut paraître un peu déroutant. Et il y a plusieurs freins. En fait, il y a des raisons pour lesquelles des développeurs qui sont des développeurs compétents, mais ne font pas de tests. Et la première, c'est le manque de familiarité. Souvent, on voit des gens qu'on fait, ils disent moi dans ma formation, on avait fait un module test unitaire à un moment donné, c'est-à-dire qu'ils sont à un moment où ils apprennent les tests unitaires, et après, dans le reste de la formation, ils font plus de tests. On passe à autre chose. Comme si, on a fait Java, après on a fait les bases de données, après on a fait les tests, mais c'est à part. Et donc ça, c'est dans le coaching, la première étape généralement, c'est de familiariser les gens avec des tests. Alors ça, c'est pas forcément dur, on sait le faire avec des katas.
on sait dire, regardez, prenez la main, mettez la main sur le clavier, écrivez des tests. On peut rapidement y prendre goût, parce que ça, on voit les bénéfices assez vite en termes de feedback. Même dans un kata, on voit quelqu'un qui va faire quelque chose, il va dire, ah, j'ai fait une erreur. Qui regarde les tests, il dit, ah oui, j'ai fait une erreur, effectivement. Donc même sur des problèmes simples, les bénéfices, on les voit assez vite. Donc ça, convaincre les gens que c'est bien, ça se fait pas trop difficilement. Et la deuxième difficulté, un petit peu plus dure, qui arrive souvent après, c'est quand on passe sur le code du projet. Et là, on se dit, mais comment je teste ça? Comment je teste cette méthode? Et là, c'est un petit peu plus dur parce qu'on a souvent du test qui n'est pas testable. On a des gros problèmes de testabilité. Et c'est souvent justement à cause de ce manque de culture de test, cette non-familiarité, le fait de jamais en écrire, qu'on se retrouve dans des situations comme ça où on peut avoir du test qui est pas testable. Et ça c'est un plus gros frein encore que les autres. Voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, le sujet d'ailleurs qu'on a proposé avec Promise, nos amis de Promise, c'est de parler de testabilité plus que de test. Comment le code, qu'est-ce qui coince dans le code pour faire des tests. Donc en fait, c'est du code dont on va parler, c'est pas des tests. Mais justement, c'est pourquoi ce sujet? C'est parce qu'on accompagne pas mal d'entreprises et donc encore plus d'équipes dans des contextes très variés. Mais c'est quand même un des irritants qui revient beaucoup dans les accompagnements, dans les coachings. Une des actions aussi où on est le plus utile, du coup, c'est d'amener des techniques qui sont pourtant même pas dures, mais de diffuser des pratiques pour que le code se prête mieux au test et ne résiste pas au test. Donc en fait, c'est plutôt l'idée de... Si on faisait une session justement sur les pratiques qui sont des poisons de test, qui empoisonnent la testabilité, ou à l'inverse, les pratiques qui font que le code se prête bien à être testé. Et donc, c'est la motivation de tout ça, c'était encore une émotion, là aussi, un peu comme l'émotion de se sentir bien couvert quand on a des tests, c'est l'émotion de se dire c'est trop dommage. Julien, tu me disais que dans tes projets, tu as des gens qui sont plutôt malins, qui ont plutôt l'expérience, mais juste par manque de culture test, c'est trop dommage qu'on passe à côté d'être capable de mettre des tests autour de notre code. On parle pas de code ici, de code écrit en test-driven, hein, bien sûr. Si on écrit du code en test-driven, bon, tout ce qu'on voit là, ça s'applique toujours, mais par définition, vous en aurez besoin aussi d'ailleurs. Mais là, on parle plutôt de testabilité de code qu'on hérite, qu'on récupère. Voilà, donc c'est le sujet d'aujourd'hui, de mentionner certaines de ces pratiques. Et pourquoi on en parle avec nos amis de Promise? Parce que côté Arola, notamment côté direction technique, dans nos coachings, on intervient certains jours, et puis d'autres jours, on n'intervient pas. On intervient dans des actions, des interventions qui durent un certain temps et qui ont une fin. Et on n'a jamais pour vocation, bien sûr, d'être indispensable et de rester pour toujours. Ce serait du mauvais coaching. Et donc, c'est l'outil Promise nous intéresse, attire notre attention sur comment prendre le relais de nos actions, comment pérenniser un petit peu tout ça et comment faire que les conseils qu'on a donnés, comme tu l'évoquais, à l'oral, comment faire que ces conseils aient une chance de durer un peu plus en étant plus proche. Vous connaissez le dicton proche des yeux, proche du cœur. En ayant des pratiques plus proches de votre code, plus proches de vos yeux, on espère qu'elles seront aussi plus proches de votre cœur. On enchaîne sur le partage, c'est ça? Allons voir. Donc, on va regarder un bout de code fictif qu'on va considérer comme un bout de code imparfait qu'on a récupéré en rejoignant le projet. Beaucoup d'entre vous reconnaîtraient un kata classique. Hop. Ah, voilà. Oui, alors c'est effectivement pour illustrer ça, on s'est basé sur un kata de réservation de tickets de train, et donc là on peut s'imaginer que je suis en train de développer ou je suis en train de faire un coaching sur ce code, et voilà, je me dis tiens, ouais, c'est bien, j'aime bien, il y a des choses que j'aime bien, je vois que déjà on a séparé la partie domaine avec la partie infrastructure ou adapteur, qu'on a séparé, là apparemment il y a des choses qui font des appels externes, là ici on a dans le domaine quelque chose qui a été séparé visiblement en service, modèle, ok, et puis voilà, je navigue, je vois des choses que j'aime bien, des choses que
j'aime moins. Et puis, à un moment donné, je tombe dans le service, sur cette méthode qui a l'air de... Alors là, on est sur un logiciel qui fait des réservations de trains, et puis il y a des règles métiers. Apparemment, faut réserver dans certains cas. Ok, de toute façon, je rentre pas dans les détails, mais je vois cette méthode et puis je me dis, dis donc, c'est un petit peu lourd. Et notamment, il y a quelque chose que tout de suite qui m'apparaît, c'est tiens, je fais des appels là extérieurs. Là, je vois que j'ai des collaborateurs. Alors, ils sont derrière une interface, donc ça c'est bien. On a quand même une isolation. Mais je vois que je fais ces appels et ensuite je mélange des règles métiers avec. Et ça, moi, c'est quelque chose que j'aime pas trop. Je préférais en fait avoir. Je vois qu'ici que je récupère un train et cet objet il est assez anémique. Il n'a pas vraiment de métier dedans. Et à l'inverse, tout ça, toutes ces règles sont là. Alors ça, j'aime pas trop parce que quand on mélange ces appels externes, ces effets de bord hein, avec des règles métiers, généralement, je sais qu'on va avoir quelque chose qui est difficile à tester. Alors ici, pour le coup, les tests ont été écrits. Ils ont été écrits et je vois que pour tester 3 règles métiers, j'ai vraiment quelque chose de verbeux. Et surtout un petit peu dur à comprendre. C'est-à-dire que je commence par faire des mocks pour mettre en place les données, les given, et ensuite pour faire mes assertions, bon, je mélange des mocks et des assertions, enfin des verify et des assertions. Donc là, j'ai envie de corriger ça et de le faire d'une version différente. Alors, je vais faire un fast forward. Je vais aller dans... Non, pardon. Je vais plutôt déclarer ça et dire OK, dans l'outil, je le note. Ça, je vais identifier ça comme une pratique négative. Donc, je vais créer une pratique, je vais utiliser le plugin Promise pour ça. Et comment on pourra appeler ça C'est là que c'est le plus dur. C'est le plus dur. Hein. Toujours, hein, le nommage, c'est le truc le plus dur. Hein. Ça, on le sait. Ça a été officialisé. Et donc là, je voudrais séparer les règles métiers des appels extérieurs. Je vais le nommer comme ça, on pourra éventuellement revoir le nommage après en revue. Dans le chat, on a séparation of concern, c'est effectivement qui pourrait ressembler à une pratique. Ça fait partie de la separation of concern, effectivement, tout en étant une separation of concern spécifique, c'est-à-dire là ici les appels extérieurs, side effect, c'est là où le fait d'ailleurs de le saisir avec, si par exemple tu es en pair programming, en coaching, en train avec quelqu'un, c'est le fait de d'abord l'expliquer à quelqu'un, ça va aider. Tu vas trouver, spontanément, tu vas trouver une façon de l'expliquer à ton collègue dans les mots utilisés par l'équipe. Par exemple, tu as dit règle métier, parce que par exemple, c'est le langage de l'équipe. C'est ce que les équipiers s'attendent à dire. Dans une autre équipe, on dirait comportement métier. Dans une autre, on dirait domaine modèle, les règles du domaine modèle. Et on va customiser pour être compris par l'équipe en question. Tout à fait. Et je peux la catégoriser. Là, ici, c'est plus un problème de testabilité. C'est pas tellement un problème d'architecture hexagonale, par exemple. C'est vraiment juste ça. Je trouve que c'est difficile à tester comme ça. Et je vais le marquer comme une pratique négative. Alors, quel est l'intérêt de ça? C'est que que je sois coach ou développeur, peu importe la situation, c'est ça arrive, ça nous arrive tous. On voit quelque chose, on se dit ah bah non. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? On peut le corriger. Voilà. Donc là par exemple, je vais le corriger, hop, en version accélérée. Parce que je suis très rapide, c'est corrigé. Et là je suis sur une version qui me plaît plus. J'ai toujours de
des appels extérieurs dans cette couche de service, mais ma règle métier se concentrait là-dessus. Et elle est directement dans mon modèle, donc dans cette classe. Et je me retrouve ici avec des comportements que j'ai mis dans ces classes-là. Et là, il n'y a pas d'appel extérieur. Donc j'ai séparé les deux. Disons que je suis content de ça, mais si je l'ai fait dans mon coin, qu'est-ce qui va empêcher cette pratique de se reproduire? Et même si je suis en train de coacher des gens et je leur dis regarde, si tu l'écris comme ça, tu auras moins de mal à le tester, ok, on va le faire. Qu'est-ce qui ensuite fait qu'on ne va pas oublier ça? Donc là, en l'ayant envoyé comme pratique, ça va nous permettre d'avoir un support, de noter ça quelque part et de pouvoir en rediscuter ultérieurement. Et je peux également, toujours avec le plugin, dire que tiens, je vais envoyer une correction. Qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit do you want changes as correction to séparer les appels extérieurs? Oui, c'est celui-là. OK. Et voilà, donc ça c'est petite démo de comment en cours de sprint, en cours de coaching, en cours de je vais refactorer du code existant, comment faire une espèce de prise de notes instantanée de tiens, ça c'est une bonne pratique, ça c'est une mauvaise pratique. Ça me rappelle beaucoup une idée qui était une vieille idée de Linda Rising sur la rétrospective en continu. C'est que très souvent, quand on souhaite améliorer avec des collègues, quand le moment est venu d'en parler avec toute l'équipe, on a oublié ce qu'on a fait et qu'on voulait partager. Donc Linda Rising proposait de noter sur des post-it à tout moment ce qui nous énerve, ce qui nous fait plaisir, tout ça, pour le réutiliser plus tard. Et là, on a un moyen intégré de le faire, structuré, rapide et précis. C'est vrai que c'est vraiment quelque chose en fait qu'on a vu. Là, on parle du plugin Promise, mais en fait, l'objectif, c'est vraiment de se dire, quand on est en train de travailler dans notre quotidien sur une fonctionnalité, soit un refacto, soit on ajoute de la feature, soit on est en train d'écrire quelque chose, on a toujours un regard un peu critique sur le code sur lequel on passe, et on a toujours un réflexe des fois de se dire, oula, ça c'est moche, ou justement, je vois que le test, en fait, il fait n'importe quoi. Et il y a quelqu'un d'ailleurs dans le chat, Nicolas, qui disait il y a 2 autres problèmes, il y a le nommage, les off by one, la concurrence, etc. C'est des choses qu'on n'avait même pas forcément identifiées. Mais voilà, il y a des personnes. C'est une blague aussi. Mais voilà, il y a plein de choses en fait où on peut regarder un petit peu avec un regard différent. Et en fait, il y a peut-être des gens qui vont dire il ne faut surtout pas utiliser tel système là-dedans parce que, par exemple, utiliser une liste pour je ne sais pas du tout la bonne manière de faire, il faudrait utiliser un array ou n'importe quoi. Et l'objectif, c'est de se dire tout ça, en fait, c'est de la connaissance qui a de la valeur. Donc, c'est pas intéressant que cette connaissance reste juste dans notre tête, parce qu'une connaissance n'a de la valeur que si elle est partagée avec les autres. Que ce soit avec notre équipe ou avec les autres équipes de l'entreprise avec qui on travaille et qu'on ne voit pas forcément d'ailleurs dans le quotidien. Donc, c'est pour ça, effectivement, que c'est important que depuis notre IDE, on puisse être capable d'enregistrer ces choses-là pour, dans notre quotidien, remonter des sujets différents. Ah, il faut aussi le tact, on voit dans le chat. Alors justement, là tout de suite, on ne va pas forcément arrêter tout le monde autour, dire hey, tout le monde, l'équipe, là, stop, arrêtez tout. En distanciel, en plus, c'est dur. Il faut que je vous montre là un truc. Non, ce n'est pas le bon moment. On ne va pas arrêter tout le monde dans son élan. Mais alors, ça veut dire que là, on vient de lancer quelque chose, on a ouvert un stream qu'on va reprendre plus tard. Justement, en fait, l'objectif, c'est que tout le monde puisse faire ça, donc identifier des pratiques dans son quotidien, qu'on soit tech lead d'ailleurs ou développeur junior, tout le monde a la possibilité de remonter des choses. Et derrière, ce qui va se passer, c'est qu'on va se réunir avec toute l'équipe ou toute une communauté de pratiques, si vous avez des communautés de pratiques et vous savez ce que c'est. Ça va être vraiment un moment d'échange en fait, où on va discuter technique de tout ce qui a été remonté. On va faire une sorte de rétrospective de ces sujets techniques et on va passer en revue les pratiques qu'on a identifiées pour justement se mettre d'accord, et on va voir comment on peut se mettre d'accord, comment on peut discuter de tout ça, comment on peut les valider, et c'est ça qui est important. Donc en même temps, on va voir aussi d'autres pratiques qui ont été remontées, dans ce cas-là par Julien à l'avance, mais on peut imaginer que c'est d'autres personnes dans l'équipe qui les ont remontées. Donc je vais reprendre le partage si tu veux, Julien. Hop. Oui. Tac. Parfait pour la transition. Hop. Donc ce qui va se passer, c'est que toutes les pratiques qu'on va envoyer depuis notre IDE, ça va arriver dans l'interface web de Promise, qui est vraiment, et sert juste à ça, c'est un support de discussion. Donc, il ne faut pas voir ça comme un outil comme Confluence ou je ne sais pas quoi,
où il faut aller chaque semaine, etc. En fait, personne n'y va. On y va vraiment juste une fois à la fin du sprint ou à la fin de toutes les 2 semaines, toutes les 3 semaines. On va juste se définir un rythme, et ça, c'est important, pour se dire, voilà, en fait, on a un temps d'échange qui est dédié tech, dédié sur nos pratiques pour voir ce qu'on est en train de faire, ce qu'on a mis en place, et dans quelle direction on doit aller aussi, parce qu'on peut avoir un code legacy, comme l'a montré Julien, qui est entièrement constitué de mélange de métiers avec de la logique, etc. Et en fait, malgré ça, on peut se dire tous ensemble, c'est pas la direction qu'on veut atteindre. Il faut justement qu'on prenne une autre direction. Il faut qu'on sépare les concerns, qu'on sépare justement les différents appels. Et même si le code legacy il est comme ça, on va aller dans cette direction. Et en fait, dans Promise, on va retrouver justement la direction qu'on souhaite atteindre. Mais pour ça, comme le disait Cyril, il faut qu'on se mette d'accord. Donc l'objectif, c'est lorsqu'on se réunit tous ensemble, on va retrouver ici toutes les pratiques ou les sujets de discussion, parce que là, on a remonté des pratiques, mais on peut remonter aussi des questions sur du code, tout simplement, ou des sujets de discussion en disant, tiens, je vais présenter ce composant React, parce qu'il y a des choses intéressantes à présenter. Donc, c'est aussi l'objectif de partager un petit peu sur du code. Et l'objectif, c'est qu'à ce moment-là, lors de cet échange qu'on a appelé un atelier craft, évidemment en référence au craft, on va pouvoir retrouver les différentes pratiques qu'on a envoyées. Donc, notamment, si je passe sur celle-là, la pratique de Julien, séparer les appels extérieurs, les side effects. Donc là, on retrouve en fait la pratique qui est ici, qui va avoir le tag testabilité et l'exemple qui a été associé. Donc, vraiment, l'interface web de Promise, c'est pour discuter de tout ça plus facilement. Présenter également le refactoring du coup que tu as apporté, Julien, ici, pour montrer un petit peu ce qui a été fait. Donc, effectivement, tout ce code-là, il a été transformé. Et maintenant, on a la correction qui apparaît ici. Et évidemment, ça va être enregistré. Donc, l'objectif, c'est que ce refactoring, il vienne illustrer cette pratique. Comme ça, on a la pratique avec ce qu'il ne faut pas faire et la correction associée. On pourrait plus tard identifier des exemples positifs de ça en disant, tiens, si quelqu'un identifie une bonne manière de faire, on va le rajouter en exemple positif. Mais l'objectif, ça a été de se dire, il faut que les exemples ils viennent de notre code source. Sinon, si des exemples théoriques qui viennent de Stack Overflow, je ne sais pas, évidemment, c'est moins intéressant et ça ne nous parle pas parce que dans notre contexte, on a tous des pratiques différentes. Et d'ailleurs, quelque chose qu'on peut remonter aussi qui est important, c'est qu'aujourd'hui, lorsqu'on démarre avec des entreprises, on démarre avec une base vide de pratiques. Pourquoi on a fait ça? C'était un peu pour pousser le IKEA effect, de dire, en fait, si vous montez vos propres meubles, vous allez plus y faire attention et vous avez tendance à leur donner plus de valeur. C'est pareil, en fait, quand vous démarrez d'une base de connaissances vide, c'est vous-même qui allez la construire, c'est vous-même qui allez dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Et du coup, vous allez avoir plus tendance, évidemment, à faire attention à cette base de connaissances et à la suivre, évidemment, parce que c'est vos pratiques à vous, ce n'est pas les pratiques d'une autre entreprise qui est ailleurs. Donc, à chaque fois, des pratiques qui comptent à l'instant donné, alors que des pratiques qui seraient bien de suivre, il y en a des centaines, il y en a beaucoup trop. Par contre, à un instant donné de maturité, il y en a une quinzaine peut-être, et encore, c'est beaucoup, qui vous concernent absolument. Et une fois qu'elles seront digérées, on passera à d'autres. Si vous bénéficiez de coaching externe, cette pratique de rétrospective, en fait, de rétrospective technique, avec ou sans Promise, c'est l'occasion, mais avec la discipline quand même de noter, de garder trace des pratiques qu'on a proposées. C'est un moyen aussi d'accélérer et de mieux utiliser le temps passé avec vos coachs, puisque ça permet de refaire le point sur tout ce que vous avez eu l'idée de faire comme amélioration dans la semaine ou de ce que vous avez repéré comme potentielle amélioration et les faire revoir si vos coachs ne sont pas en continu avec vous. Ce qui est de plus en plus le cas parce que le coaching, aujourd'hui, on arrive à une phase où le coaching de tout le monde tout le temps, ça coûte quand même un peu cher et ça ne vaut pas toujours la peine. Donc, on a tendance de plus en plus à avoir des coachings un peu plus allégés. Et donc, ça soutient aussi un petit peu ça. Si ça vous intéresse, d'ailleurs, ce sujet, on pourra aussi l'évoquer après. Est-ce qu'il faut du coaching temps plein? Je ne le crois pas. Exactement. Puis en plus, quand on est dans des entreprises où il y a beaucoup d'équipes différentes, on ne peut pas coacher tout le monde. Donc effectivement, il faut réussir à partager des pratiques vues avec une équipe aux autres équipes de l'entreprise sans avoir pour autant à repasser un petit peu avec tout le monde. Donc là, du coup, ce qu'on va pouvoir faire, c'est faire vraiment comme si on faisait un atelier craft entre nous. Disons que moi, je suis le développeur qui ne connaît pas grand-chose en testabilité. Et l'objectif, c'est que les personnes qui ont identifié des pratiques, comme ici Julien, vont pouvoir prendre la parole pour l'expliquer. Donc là, Julien, tu peux nous expliquer peut-être ce que tu as voulu dire par injecter les services par des constructeurs ici? Oui, tout à fait. Bon, ça, c'est
veut dire une pratique commune. Maintenant, même l'IDE propose d'injecter par constructeur plutôt que par annotation. Pourquoi il le propose? Parce que en fait, ça va nous permettre de pouvoir reprendre la main sur la classe. Donc là, par exemple, c'est REST Booking References. Le champ injecté, c'est un REST template. Si je le mets comme ça par AutoWire avec un champ privé, ça veut dire qu'il n'y a que Spring qui est capable d'instancier ce composant. Alors, quand on lance l'application, c'est pas un souci. Spring, on lance une application Spring, donc il va y arriver. En revanche, si on veut le tester manuellement, ça va être un petit peu plus compliqué. En reprenant la main, en ayant un constructeur qu'on peut appeler directement, on rend plus testable parce qu'on rend l'interaction manuelle, entre guillemets, plus facile. Et ça, c'est ce qu'on cherche à avoir dans des tests unitaires. C'est souvent difficile de faire la partie setup, de préparer tous les composants qu'on va tester, que ce soit le système under test ou que ce soit toutes les entrées. Si c'est difficile, ça va nous faire des tests avec des espèces de gros machins au début de préparation, setup, tout ça pour avoir ensuite lancé une petite exécution. Ça va nous freiner. Avoir une interaction plus facile, ça va nous inciter à tester plus. Rendre ce qui est désirable facile. Et oui. Ok. Et donc la correction, effectivement, c'est plutôt passer ici par le constructeur directement pour passer le service en référence. Et comme ça, après, tu peux t'amuser avec les tests à injecter ce que tu veux et du coup à tester d'ailleurs. J'avais vu que tu pouvais tester également des choses que tu ne pouvais pas forcément tester avec le vrai service, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe quand j'ai une latence vachement plus grande, quand j'ai la réponse qui met 3 secondes à arriver, qu'est-ce qui se passe quand j'ai tel problème ou quand j'ai un service qui ne répond plus, etc. Toi, tu peux t'amuser, effectivement, j'imagine, à faire plus de choses peut-être sur des tests aussi autour de ça. Puis ça évite de perdre du temps avec les profils de Spring. Oui, surtout. On n'est pas tous experts Spring. C'est effectivement beaucoup plus simple généralement que d'utiliser la solution Spring avec ou toutes les annotations mock, inject mock, et sur lequel en plus on va avoir moins de contrôle. Donc, tout à fait. Exactement. La simplicité gagne. Et puis, dernier point, c'est que votre constructeur, il donne la liste des ingrédients dont il a besoin. On l'a bien devant les yeux. Et s'il y en a 15, on se sent un peu coupable. Et c'est pas si mal. Donc là, on voit qu'on est tous d'accord, je pense, sur ça. Il n'y a pas de sujet. Donc à ce moment-là, vu que la pratique est nouvelle et a été proposée par Julien, on va pouvoir la valider. Et au moment où on la valide, là, elle arrive dans notre référentiel. Et donc, tout le monde pourra la réutiliser. Mais vraiment, c'est une validation qu'on fait en équipe. L'objectif, c'est qu'on se mette d'accord et qu'on valide celle-là. Donc là, il n'y a pas eu forcément de débat, donc c'est assez facile. Donc on peut valider cette pratique, passer à la pratique suivante, du coup, qui est utiliser des ports et adapteurs pour communiquer avec l'extérieur. Oh là là, oh là 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 là, oh là là là. Ça c'est polémique, hein. Donc ça, c'est une pratique positive, puisque c'était déjà dans le code quand je suis arrivé, c'était comme ça. J'ai dit, ah oui, ça c'est bien, ça, il faut faire. Et donc, qu'est-ce que c'est on sera peut-être, on a discuté avec Cyril en préparant. Qu'est-ce que c'est exactement les ports, les adapteurs? Est-ce que le port est une interface? Est-ce que il y a plein de questions qui se sont posées. En fait, c'est vrai que c'est dans ce genre de session normalement. Là, c'est un webinaire qu'on a préparé, mais dans la vraie vie, c'est dans ce genre de session que ce genre de questions, on les aurait. Et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'on peut créer la discussion. Là, je remonte un problème, je dis, ah, vous voyez, c'est bien, là, il y a port et adapteur. Alors, c'est quoi le port? C'est une interface qui va abstraire un appel vers l'extérieur. Dans le cas de l'architecture hexagonale de la partie secondary, tout ce qui est à droite. Et donc, on fait des appels extérieurs. Là, c'est un appel vers une API REST, par exemple. Et ben, j'appelle pas directement l'API REST dans mon code, effectivement. Je vais plutôt masquer ça derrière une interface. En termes de dépendance, on a un dependency inversion pattern. Donc, on se sert, on a à la fois le code appelant qui dépend d'une interface, mais qui n'est pas la vraie implémentation, et l'implémentation qui dépend elle-même de cette interface. Comme ça,
on ne dépend pas des détails, des petits, de la cuisine, de comment j'appelle une API, on a quelque chose de bien abstrait. Et ça, en termes de testabilité, c'est intéressant aussi. Parce que faire un test et se retrouver avec des composants qui font des appels REST, c'est encombrant dans un contexte dans le contexte de notre test unitaire. C'est quelque chose qui va nous gêner. Évidemment, ça va faire un appel à quelle URL, ça ne sera pas disponible. Et puis, de toute façon, je ne vais pas faire un appel à une URL à chaque fois que je lance un test unitaire. Donc ça, c'est encombrant et on va se dire, oh, je le testerai manuellement, je déploierai mon code sur l'environnement, je testerai comme ça. Voilà. Donc, grâce à ça, on va pouvoir moquer ces interfaces facilement et donc pouvoir lancer un test unitaire sur un code qui dépend de ça. C'est gentiment dit quand tu dis encombrant. J'aime bien cette pudeur. On a dit un autre mot, d'accord. On a tous en tête d'autres mots. Voilà. Quand on a des enfants, on apprend à parler différemment. Tout à l'heure, ça a fait écho à la posture de coaching. La posture de coaching, c'est toujours bienveillant, toujours en faisant de l'empathie, en se mettant à ta place. J'essaye de comprendre pourquoi, dans ta situation, tu fais ce que tu fais, sans juger. Et c'est comme ça qu'on peut aborder. Donc ça c'est la posture de coaching, c'est essentiel. Oui. Savoir critiquer sans être désagréable. Voilà, et en construisant et en améliorant. Alors justement, ici, par exemple, ce qui a été proposé, la pratique, elle s'appelle, elle utilise les mots port et adapteur, mais tu en as aussi parlé en parlant de Dependency Inversion Pattern, et puis on reconnaît aussi le pattern repository de DDD, si on voulait. Parmi tout ça, lesquels on va prendre pour décrire notre pratique? On va demander à des experts quelque part dans l'industrie, en Europe, et leur dire lesquels est le mieux. Je ne suis pas sûr que ça va aider avec notre équipe ici. Notre équipe, elle dit comment, elle? C'est quoi le phrasé qu'elle comprendrait le mieux? Et là, chers amis, on est sur la partie délicate à nouveau. C'est que là, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, il n'y a pas de vrai ou faux. Alors, on pourrait débattre quand même sur ce que sont les ports, les adapteurs, en quoi c'est pareil ou pas que l'archi hexagonal, en quoi c'est le DIP, qu'est-ce que veut dire l'EP de DIP, est-ce que c'est en même temps un pattern repository, et lequel est le plus important dans cette histoire ici tout de suite? Bon, ça, ce sera une querelle d'experts et on n'a pas le temps de faire ça. Ce qui va nous intéresser, c'est plutôt quelle pratique sera la plus utile, c'est-à-dire celle qui va être la mieux comprise, y compris quand on n'est pas là. Donc, c'est en ça qu'en fait, depuis le début, vous avez bien vu qu'en fait, on parle un peu d'un outil, on parle de pratique de rétrospective technique, mais on parle de quelque chose d'éminemment social. N'est-ce pas, Arthur? Tout à fait. C'est vrai que c'est souvent ce qu'on remarque avec les équipes avec qui on fait des ateliers craft de cette manière-là. En fait, déjà, la première chose à savoir, c'est que c'est assez différent de ce qu'on peut avoir quand on fait des revues de code, où on a souvent le retour de personnes qui nous disent quand on se prend 30 ou 40 commentaires dans une code review, ça fait mal tout de suite et on a du mal des fois à les accepter et ça peut être compliqué parce que c'est des commentaires qui vont nous demander un retravail derrière, etc. Et clairement, dans les revues de code, ce n'est pas le bon moment pour définir des pratiques qui n'étaient pas forcément validées en amont. C'est-à-dire que ce n'est pas dans un thread de code review où on doit se mettre d'accord sur une manière de faire. Parce que déjà, on ne sera que deux à être d'accord. Il n'y aura pas toute équipe qui va participer. Ça va prendre beaucoup de temps. Il y aura des allers-retours, etc. Vous l'avez déjà sûrement connu. Donc vraiment, l'objectif, c'est de se dire, toutes les pratiques de ce type-là, vraiment des trucs qui sont importants, on peut les remonter et se mettre d'accord pendant l'atelier craft. Et le retour qu'on a, c'est que pendant ces ateliers craft, même quand on critique, entre guillemets, du code en disant, voilà, c'est peut-être pas une bonne manière de faire comme ça, en termes de posture, il faut vraiment arriver en disant, de ce côté-là, ça a été fait comme ça pour une raison sûrement historique, on va dire, ou alors c'est parce que juste la personne n'était pas au courant qu'on pouvait faire différemment. Donc là, on expose le problème et on va dire, est-ce qu'on ne pourrait pas faire mieux tous ensemble? Donc c'est aussi quelque chose qui est poussé avec le craft, le software craftsmanship, c'est de chercher un peu l'excellence technique, de chercher à progresser tout le temps et de se dire, aujourd'hui on fonctionne comme ça, c'est quoi la meilleure manière de faire? Et si dans l'assemblée, aujourd'hui par exemple, il y a des gens
qui vont proposer une meilleure manière de faire et qui ont des bons arguments derrière, bah là, c'est intéressant. On va pouvoir du coup se mettre d'accord et puis faire changer nos manières de faire. Si jamais, effectivement, on n'arrive pas à se mettre d'accord dans l'Assemblée, c'était un petit peu le point qu'on voulait aborder ici, on va pouvoir mettre en place, du coup, avec Promise, des mécanismes qu'on a appelés, c'est un peu barbare, mais on a appelé ça justement des battles, où on peut se mettre d'accord justement en équipe sur une manière de faire. Donc l'idée, c'est que je peux valider cette pratique en disant, bon, elle est intéressante, par contre, on va la mettre en attente, entre guillemets, on va lancer une battle sur cette pratique. Alors, c'est bien sur celle-là que tu veux que je lance, du coup, Julien, la battle? Est-ce que c'était sur celle-là? Pas forcément, mais tu peux y aller. De toute façon, on va pas forcément la faire dans tous les cas en live. On pourra lancer un sondage tout à l'heure, ça sera plus rigolo. Mais l'idée, c'est de se dire, OK, on va pas forcément se mettre d'accord tout de suite, donc on va pas y passer 2 heures à discuter sur est-ce qu'il faudrait utiliser cette manière de faire ou pas. L'objectif de lancer une battle, c'est de dire la pratique, on la met de côté. Et pendant le sprint suivant, en fait, tous les gens de mon équipe qui participent ou les gens de ma communauté de pratique vont pouvoir retrouver les pratiques qui ont des battles en cours, comme celle-là. Et à chaque fois, on retrouve la pratique avec l'exemple. Et là, surtout, chaque personne va pouvoir voter en disant est-ce que je suis pour ou contre justement l'utilisation de cette pratique. Et on va surtout avoir des arguments. Et ce qui est intéressant, c'est que souvent, les arguments, ils ne vont pas nous orienter vers utiliser la pratique ou non, mais ils vont plutôt donner de la sémantique un peu plus à la pratique et ils vont nous donner plus de contexte en disant dans tel contexte, oui, il faut l'appliquer. Dans tel type de dossier ou dans tel contexte, il ne faut pas l'utiliser parce qu'il y aura des problèmes de performance ou des problèmes de sécurité, par exemple. Donc, ça permet plutôt que de dire il faut bêtement appliquer ça ou pas, pour la plupart des pratiques, en fait, on va plutôt dire pourquoi est-ce qu'il faudrait le faire. Et donc, on va essayer de laisser l'équipe aussi savoir et être assez grand pour justement décider est-ce qu'il faut l'appliquer ou pas. Donc, souvent, en retour d'expérience, c'est ce qu'on a eu en fait avec cette notion de battle. C'est plutôt, voilà, on discute et on va savoir dans quel contexte il faut qu'on applique quelque chose ou pas. Après, surtout ce qui est effectivement nommage des pratiques sémantiques, il faut qu'on soit d'accord. Et là, c'est autre chose. Et là, c'est plus simple. Parce qu'effectivement, l'objectif, c'est, une fois qu'on est lancé cette battle, tout le monde va pouvoir réagir. Et derrière, quand on va démarrer notre prochain atelier craft, qui aura lieu dans 2 semaines, par exemple, à la fin du sprint, on va démarrer par les battles en cours. Et c'est à ce moment-là qu'on va dire « Ok, je valide la pratique », ou alors on la refuse, ou on l'édite, etc. Dans ce cas-là, je vais la valider. Mais l'objectif, c'est vraiment ça. C'est vraiment de pouvoir se mettre d'accord parce que je pense qu'il n'y a rien de pire que des équipes où on n'est pas d'accord sur des manières de faire. Je ne sais pas quelle est votre expérience, peut-être Julien, Cyril, autour de ça, mais en tout cas, c'est ce qu'on a vu, nous, dans les équipes. Julien? Moi? On est d'accord. Oui, tout à fait. On peut arriver avec une bonne idée, selon nous. Et finalement, selon les autres, apparemment, c'est pas une bonne idée. Donc, c'est difficile de trancher. C'est difficile, justement, sans ce cadre-là, de dire tiens, je vais faire ça, et puis quelqu'un va venir recorriger derrière, et surtout quand on fait les choses dans son coin. Comme ce que je disais tout à l'heure quand j'ai remonté la pratique séparée, le code métier des appels externes. Si je fais ça dans mon coin, il n'y a pas de discussion. Finalement, j'ai corrigé une petite brique quelque part, et peut-être que quelqu'un ne sera pas d'accord avec cette correction. Peut-être qu'il va repasser derrière en disant ah non, c'est nul, je rechange. Donc avoir une place où on peut en discuter ensemble, c'est bien. Travailler en équipe, on sait bien que c'est beaucoup social. Le mob programming, l'ensemble programming l'utilise et l'exploite au mieux. Quand on n'a pas l'occasion ou qu'on ne peut pas ou que ce n'est pas raisonnable pour plein de raisons, on est fan de mob, mais il y a plein de situations où on ne le fait pas en tout cas. C'est cette approche, c'est ce moyen de partager des pratiques et de les harmoniser surtout pour vérifier qu'elles sont bien applicables dans notre contexte, c'est important. Dans une posture de coach, pour revenir encore à ça, puisque c'est un thème qui tourne beaucoup sur le chat, posture de coach, c'est jamais d'imposer des pratiques dont on est fan. Exactement comme un DJ ne va pas forcer la musique qu'il aime à une audience. J'étais DJ avant, on ne fait pas ça, jamais. Et donc, c'est un travail d'empathie. Et donc, on doit amener des pratiques qui conviennent au contexte. Et même une pratique qui convient au contexte, il faut encore l'habiller pour qu'elle soit digeste dans ce contexte. Pour ceux et celles qui connaissent, petit clin d'œil d'ailleurs à un exercice que je vous encourage à faire, qui est l'exercice de Catmatic.
Catmatique, c'est le contraire de dogmatique, parce que dog, c'est le contraire de cat. Bien sûr. Et donc, c'est un exercice que vous devez tous faire régulièrement. C'est vous prenez vos pratiques favorites, les trucs dont vous êtes fan, et vous cherchez des cas. Posez-vous la question, dans quel contexte je ne dois pas les appliquer? Dans quel contexte elles ne marchent pas, ou il ne faut pas le faire? Même les trucs qu'on adore, test-driven, domain-driven design. Mais domain-driven design, c'est facile. Eric Evans l'avait déjà fait dans son livre. Et donc, c'est cet exercice de contextualiser. Et à notre avis, c'est aussi une bonne raison qu'un outil comme Promise arrive vide. C'est que même s'il arrivait rempli, ce qu'il contiendrait ne pourrait pas correspondre à ce dont on a besoin par hasard. C'est vrai que c'est vraiment quelque chose qui nous a le plus marqué quand on a démarré les ateliers craft avec différentes équipes. Il y a des gens ici qui ont pu en voir aussi, hein. Mais c'est la différence et la divergence entre des pratiques qui vont avoir lieu d'une banque à l'autre ou d'une ESN à l'autre, alors que pourtant ils sont sur les mêmes technos avec les mêmes contextes pratiquement, mais ils ont des manières de faire complètement différentes. Et ils ne seraient pas du tout d'accord d'ailleurs s'ils étaient ensemble sur la manière de faire. Que ce soit sur les plus connus, évidemment, c'est des histoires, des commentaires, est-ce qu'on va commenter ou pas, comment est-ce qu'on sort les trucs, comment est-ce qu'on gère les appels, etc. En fait, l'objectif, c'est que ce soit un choix d'équipe et que vraiment, justement, les gens puissent se mettre d'accord sur la manière de faire. Et c'est presque plus important que la règle absolue qui sera de dire il faut toujours faire ça. On a vu des équipes mettre en place des pratiques qui étaient un petit peu à l'inverse des pratiques qui apparaissaient dans le livre Clean Code, par exemple, ou dans ce qu'on voit de manière régulière. Mais en fait, eux, ça faisait 10 ans qu'ils travaillaient comme ça. Ils ont toujours fait comme ça et ça s'est toujours très bien passé dans leur contexte. Du coup, pour eux, c'était la bonne pratique. Et dans ce contexte-là, on ne peut pas, en tant que coach, arriver en disant non, en fait, vous ne faites pas ce qui a marqué dans Clean Code, donc c'est pas bien. Et parce que là, justement, on se mettrait tout le monde à dos et ce ne serait pas une très bonne idée. Mais c'est vraiment important que les gens puissent se mettre d'accord sur ça. Et c'est aussi la problématique qu'on voit avec des outils comme Sonar ou des Linter, en fait, qui arrivent avec des pratiques existantes. C'est que tout de suite, ça fait un peu conflit et c'est un peu clivant. Et on n'arrive pas forcément à se mettre d'accord. Donc, c'est important de vraiment pouvoir valider ensemble une manière de faire, et surtout que ce ne soit pas un tech lead qui puisse valider à tout le monde. C'est pour ça qu'aussi dans Promise, on a volontairement mis tout le monde au même niveau, c'est-à-dire qu'un stagiaire a autant de puissance qu'un tech lead. On peut valider les mêmes pratiques, on peut créer des pratiques, il n'y a aucun droit en particulier, et ça se fait plus sur l'argumentation et les connaissances et l'expérience qu'il y a derrière, plutôt que sur de rang, on va dire, de rang social dans l'entreprise. Oui, bottom-up. Parfait. Et Julien, effectivement, donc la dernière pratique qu'on n'avait pas vue, utiliser un ACL. Qu'est-ce donc qu'un ACL, Anti-Corruption Layer? Un anti-corruption layer, tout à fait. On pourrait appeler ça tout simplement un mapper, parce que généralement en termes d'implémentation, c'est comme ça que ça va se terminer. Mais l'idée, avant tout, et ça va pas mal avec l'idée de port et adapteur, c'est toujours d'isoler notre code métier de ces appels externes. Et quand on appelle un appel extérieur, on a vu que le mettre derrière une interface, ça nous permettait de ne pas voir tout le code qu'appelle des appels REST, des choses comme ça, et c'est bien. Mais là, on a une autre notion, c'est que ce qui est intéressant également, c'est de ne pas juste se contenter de passer le résultat et de travailler dessus côté métier. Pourquoi? Parce que la façon dont c'est modélisé par un service REST qui répond, qui a mis les telles informations dans tel champ, c'est pas forcément adapté à nous, notre façon de faire. Et modéliser des objets métiers, c'est aussi les structurer de la manière qui marche le mieux avec ce qu'on veut en faire. Et ça peut être gênant. Si on va appeler par exemple, là ici on a des trains, je vais appeler un service qui va me renvoyer des trains avec des sièges, tout ça. Je peux avoir beaucoup de champs qui servent à rien notamment. Et je vais me retrouver à manipuler ça. Et typiquement, par exemple, dans un test, ça va être compliqué. Je vais devoir créer des objets sur lesquels faire des tests. Ah, il y a 20 champs. Oui, mais il y en a que 2 qui servent. Donc, tu peux en remplir que 2 dans le test. On est un peu perdu. Avoir le bon modèle bien ciblé pour travailler sur ce qu'on fait, c'est important. Et ça, souvent, ça va nous demander justement de ne pas se faire corrompre par le modèle extérieur
Et c'est pour ça que je disais l'implémentation derrière qui va permettre ça, c'est souvent un mapper en fait, tout simplement. Mais le but n'est pas juste de mapper, c'est de modéliser. Ok, donc dans l'exemple que tu as ici, tu l'utilises comment du coup avec Alors ici, par exemple, j'ai ce trend DTO, qui est trend data DTO. Alors c'est mal nommé, c'est moche, c'est normal. C'est de la data qui arrive de ce que j'appelle vers l'extérieur. J'ai bien appelé DTO, comme ça c'est un data transfer C'est un object. trend data transfer object d'ailleurs. Ouais, en plus. Donc là, on est bien. Ouais. Donc ça, c'est du moche. Hein. Bon, en l'occurrence, c'est un kata, donc c'est pas si moche que ça. Mais si c'était dans la vraie vie et qu'on appelait un appel REST, ce serait moche ce qui serait envoyé. Il y a plein de champs. Ils sont pas nommés comme on veut forcément. Et derrière, ici, on peut faire une classe de mapping. Moi, je fais tout simplement une méthode sur le DTO elle-même pour qu'il se mappe vers l'objet métier. Ça, c'est pas un problème parce que l'idée de toute façon c'est de pas avoir de dépendance de mon métier vers mon technique, mais que le technique ait une dépendance vers mon objet métier. Ici c'est tout à fait faisable, donc je l'ai fait comme ça. Et ça renvoie, et donc là on a une pratique que j'ai notée positive. Ah, c'est bien, ça nous permet de ne pas corrompre notre propre modèle avec le modèle extérieur. Donc là encore, on pourrait se poser la question, est-ce que ça complique ou ça facilite de parler d'ACL expressément? Peut-être qu'on pourrait expliquer ça en utilisant un autre langage. Mais voilà, tout ça, ce sera encore l'objet de discussion, de battle, d'harmonisation. Et puis, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a une culture, il y a aussi parfois il y a une envie de frimer en disant on connaît tout ça et on va l'imposer à l'équipe. Et parfois, on peut avoir les bénéfices sans forcément invoquer toute cette théorie érudite. Ici, c'est pas une critique contre toi, Julien. C'est une question qu'on se pose tout le temps et on est tous coupables. Il nous reste 3 minutes et je pense il me semble qu'il y a d'autres trucs à mentionner encore hein, là dans Arthur. Tout à fait, ouais. C'est vrai que c'est important ce que tu dis là avant parce qu'on a eu le cas avec des gens qui mettaient des pratiques très avancées en avant sur de la clean architecture ou d'exa, etc. Et la problématique, c'est que dans leur équipe, ils avaient pas mal de gens qui soit sortaient de reconversion, soit qui étaient assez juniors. Et en fait, en discutant avec eux, on s'est rendu compte que c'est pas parce qu'une pratique est la meilleure, la plus optimisée, etc., qu'il faut forcément la mettre en place. Il faut aussi penser à l'environnement et à notre équipe entière. Et c'est vrai que souvent, on avait des gens qui ont plus eu tendance en tant que coach à utiliser des pratiques un peu plus simples, même si ce n'était pas les plus optimes pour le projet, parce qu'ils savaient très bien qu'en fait, personne n'allait pouvoir reprendre de code par la suite, parce que c'était vraiment des concepts trop avancés. Donc, il faut aussi penser à l'environnement dans lequel on est. Et ce n'est pas uniquement le code et les perfs, etc. C'est aussi le temps de reprise qu'il y a derrière et est-ce que si jamais on part, quelqu'un va pouvoir le reprendre par la suite. Donc, c'est souvent des choses aussi qui vont faire que certaines équipes vont avoir des pratiques peut-être moins avancées que d'autres, mais dans leur contexte, ce sera peut-être bien mieux. Donc, ce qui est intéressant, hein, maintenant qu'on a revu les différentes pratiques qu'on a pu voir derrière, c'est qu'une fois qu'on va avoir ces pratiques, on va pouvoir en faire quelque chose. Déjà, on a la possibilité de voir des pratiques qui ont été créées éventuellement par les autres équipes d'entreprise. Et les pratiques qu'on vient de créer vont être disponibles pour les autres équipes. On va pouvoir s'abonner à des catégories type hexagonale, testabilité. Donc, l'objectif, ce n'est pas de les garder juste pour notre équipe à nous, mais aussi de les partager aux autres équipes qui travaillent avec nous, toujours dans le contexte d'une entreprise. On a aussi des mécanismes pour faciliter un petit peu l'onboarding de nouveaux arrivants avec ces pratiques. Donc, l'idée, c'était de présenter très rapidement à des nouveaux arrivants. Et pour ça, donc, c'est des mécanismes d'atelier découverte où, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner des pratiques qu'on a déjà mis en place. Donc, on va prendre le top 10 de nos pratiques ou toutes les pratiques de Java ou les pratiques de sécurité, etc. Derrière, on va créer un atelier qu'on va appeler un onboarding, par exemple. Hop, onboarding exa, on a un nom rapide. Et l'objectif, c'est qu'ici, une personne qui arrive dans notre équipe va pouvoir retrouver cette pratique avec la description qui est à côté. Et derrière, la personne va devoir retrouver un petit peu où est-ce que justement ça a été bien identifié ici, ça a été bien fait à un endroit ou pas. Et donc, l'objectif, c'est pour la personne d'être capable de retrouver un petit peu où est-ce que cette pratique a été suivie ou pas. Donc là, je vais pouvoir dire, par exemple, sur cette fonction-là. Donc, l'objectif, c'est de découvrir la code base rapidement de l'équipe et de découvrir aussi surtout les pratiques qu'on a mis en place pour ne pas arriver avec notre manière de faire et imposer un petit peu un truc différent de ce qu'a fait l'équipe pendant des années. Et en fait, voilà, l'objectif, c'est de, au début, suivre ce que va faire l'équipe et petit à petit, notamment avec des ateliers craft,
amener notre expertise et proposer des nouvelles manières de faire qui seraient un petit peu différentes. Mais l'objectif, évidemment, ce n'est pas d'imposer quelque chose quand on va arriver dans l'équipe. La dernière chose que je peux présenter, c'est qu'en dehors du cadre d'une équipe, on a aussi un catalogue, un hub, on appelle ça un hub, qui est open source de bonnes pratiques, où ici on retrouve plein de pratiques sur des fichiers Dockerfile, du Green IT, de la performance, de la sécurité, du BDD, Gherkin, etc. Et l'objectif, en fait, c'est plus de s'inspirer des pratiques qui ont été mises en place ici et de pouvoir les récupérer chez nous. Donc, pour information, des pratiques qu'on a vues ensemble et peut-être quelques pratiques supplémentaires sur la testabilité et l'architecture hexagonale, on va le mettre à disposition dans le hub open source. Donc, vous pourrez les retrouver et les télécharger directement pour les avoir chez vous dans votre IDE, etc. Donc, tout ça, ce sera rendu accessible. Ce qu'il faut savoir aussi, je ne vais pas tout présenter, mais rapidement, c'est que l'identification de pratiques, comme on l'a fait avant, on peut la faire aussi avec des plugins depuis des outils de revue de code, comme GitHub, GitLab, Bitbucket ou Azure. Et là, les pratiques, on va les créer au moment en fait, où on va rajouter un commentaire à quelqu'un. L'idée, c'est de se dire, si ce commentaire il fait du sens pour être partagé à toute l'équipe, ou même à plus de monde, là, on va pouvoir créer une pratique avec ce bouton Identify your Promise Practice. Et dans notre espace, la Train Réservation, je vais pouvoir créer une nouvelle pratique et ça enverra l'exemple de code associé qui est ici. Mais l'idée, c'est vraiment de se dire, on le fait soit quand on est en train de travailler sur notre IDE, soit lorsqu'on est en train de relire du code dans une merge request. On va pouvoir dire, par exemple, ça aussi, c'est intéressant ou quoi que ce soit. Je peux l'ajouter en faisant un clic droit et je vais créer une pratique. L'objectif, c'est de pouvoir capitaliser un petit peu sur ce qu'on voit tout le temps et assez facilement. Et la dernière chose que je peux présenter avant de passer aux questions-réponses, c'est que Promise qu'on a présenté, c'est disponible en version freemium. Donc, vous pouvez l'utiliser gratuitement, bien sûr. Les plugins sont accessibles sur les marketplaces des IDE, etc. Et vous pouvez créer un compte sur Promise. Je pense que Cédric enverra le lien sur subscribe.promise.app. C'est disponible en version freemium. Vous pouvez remonter autant de questions et de sujets de discussion que vous voulez. Vous êtes limité uniquement à 20 pratiques custom. Par contre, si vous mettez à disposition vos pratiques dans le hub communautaire, comme on va le faire ici, c'est illimité et c'est gratuit. Donc vraiment, vous pouvez vous en servir gratuitement tout le temps si vous mettez à disposition vos pratiques. Sinon, évidemment, il y a un système de licence derrière. Mais voilà, j'ai fait un petit peu de tour et puis on a fait un peu de tour de tout ce qu'on voulait dire. On a peut-être dépassé un petit peu le chrono avec cette pratique, mais c'est parce qu'on avait beaucoup de choses à dire. Mais je vois qu'il y a des questions qui ont été... il y a pas mal de questions qui ont été posées. On va pouvoir trier par vote. Donc, si vous voulez, Cyril et Julien, je peux les lire. Et comme ça, vous pouvez y répondre. Donc, une question de Ando. Grosso modo, d'après votre expérience, quel est le ratio des entreprises qui font 0 test versus les entreprises qui en font? On ne peut pas répondre à cette question. Par contre, on peut la rephraser en combien d'équipes? Quel ratio d'équipes ou de personnes? Là, c'est vraiment très varié, mais j'aurais peur de répondre que ça doit être bien possible qu'il y en ait la moitié qui n'en fassent pas encore des équipes. Notamment parce que toutes les équipes qu'on connaît, que vous connaissez, si vous faites du craft, vous êtes très biaisés. Vous êtes déjà entouré de gens qui sont déjà sensibles. Mais à côté, dans le reste du monde, il y a des équipes qui ne le sont pas encore. Et oui, en 2022, peut-être la moitié des équipes ne font pas de test. Oui, ou très peu. On peut dire une très légère couverture de test de 10-20%, mais avec des tests qui n'ont pas forcément beaucoup de valeur aussi. C'est ça qu'il faut voir. Hein. C'est que parfois... Et les tests end-to-end, ça oui, bizarrement, c'est beaucoup plus dur à faire, mais on préfère. Ça marche. Effectivement, c'est un peu triste dit comme ça, mais il ne faut pas oublier, oui, que je pense qu'on est quand même dans une bulle qui grossit. Mais toutes les personnes qui participent même au webinaire d'aujourd'hui, évidemment, on est quand même, on le voit d'ailleurs dans les participants, pas mal de gens avec des profils plutôt tech lead ou coach. Et effectivement, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure des pratiques où c'est important de pouvoir aussi avoir des pratiques pas trop avancées pour pouvoir éviter de perdre tout le monde. Et souvent, d'ailleurs, quand on démarre les ateliers craft, on a tendance à démarrer par des trucs assez faciles de clean code de base. Et petit à petit, on monte crescendo et on part sur des pratiques d'architecture, de testabilité, puis de performance, d'accessibilité, de sécurité, etc. Mais il faut y aller petit à petit. Il ne faut pas tout voir d'un coup, c'est impossible. Il y a trop de choses à savoir. Donc, évidemment, c'est quelque chose qu'on va voir petit à petit. Alors, une autre question. Comment gérer les cas où ceux qui sortent suivant vainqueur des backends?
sont ceux qui ont la meilleure rhétorique et pas la meilleure proposition? Très bonne question. Où les choses se passent. Effectivement, ça peut être. On a des gens qui ont tendance effectivement à avoir une très bonne rhétorique et qui s'en sortent très bien. Ce qui est intéressant avec ce système de battle, c'est que ces personnes-là, si elles représentent une minorité d'équipes, on a quand même un ratio de vote. Donc, si on voit que c'est que 20 ou 30% des votes, on peut toujours dire, bon, il y a quand même des bons arguments, mais en majorité, on va plutôt être contre cette utilisation. Donc, en général, on préfère dire aux équipes, rangez-vous du côté de la majorité, dans le sens où si la pratique ne peut pas être acceptée parce que justement, elle est trop poussée, peut-être, qu'il y a 70% des gens de l'équipe qui ne la comprennent pas du tout, il vaut mieux, pour l'instant, peut-être garder notre manière de faire et plus tard la mettre en place, mais après avoir fait peut-être des katas aussi dessus. Il faut varier les formats, il ne faut pas faire que les ateliers craft, mais faire des katas, faire du mob programming et essayer de présenter ça. Je ne sais pas si Cyril et Julien, vous avez des retours là. Non, là j'avoue que la question est difficile. Hein. Comment faire pour que ceux qui ont une meilleure rhétorique... Moi, j'avais une autre compréhension de cette question. C'est que certains pourraient convaincre les autres de voter pour quand même. Et auquel cas, moi, mon conseil serait de laisser faire. Et si vous voyez l'erreur se faire, ou si vous voyez que c'est maladroit et que ça va nous rattraper, eh bien, laissons-le faire et laissons le temps un peu plus long nous éduquer. Ouais. Il y a plein d'erreurs, il ne faut pas les éviter. Hein. Les erreurs sont très pédagogiques. Et si quelqu'un nous donne des conseils qu'on regrette, et puis une deuxième fois, puis une troisième fois, la troisième fois, on écoute déjà un peu moins les conseils. Donc ça finit par se réguler. Mais il faut se faire confiance quand même. Parfois, essayer, c'est la meilleure chose. Très bonne réponse. Effectivement, c'est vrai que ça peut être intéressant de ne pas frustrer les gens et de leur dire « Ok, partez dans cette direction ». Et puis petit à petit de revenir dessus en disant « Bon alors, du coup, est-ce que ça vous a aidé? Est-ce que vous ne pensez pas que cette manière-là, c'est mieux ?» Pédagogiquement, tous nos katas sont basés sur ce mécanisme. Hein. On commence à faire comme d'hab, on voit les limites, on montre une alternative. C'est le parcours pédagogique par excellence. Donc oui, faut pas forcément en avoir peur. Tout à fait. Alors, question plus orientée sur Promise. Avec une même licence, est-ce qu'on peut utiliser Promise dans différentes instances? Alors, pour l'utilisation en général, en fait, chaque équipe, donc chaque entreprise va avoir une instance de Promise qui va être soit en mode cloud, soit en mode on-premise, hébergé via Docker directement derrière. Et en tant que coach, donc là, je parle plus pour Cyril et Julien, en fait, l'objectif, c'est d'avoir une instance interne, comme on l'a ici sur arola.promise.app, qui est une instance partagée interne à Arola. Et l'objectif, en fait, c'est de pouvoir se créer un référentiel un peu interne avec plein de pratiques, donc des catalogues de pratiques qu'on va retrouver par la suite sur plein de sujets différents en fonction de l'expertise d'Arola. Et derrière, par contre, ces catalogues, on peut les réimporter dans une autre instance avec juste un système d'import-export, c'est des fichiers JSON, donc ça peut marcher même sur des instances qui n'ont pas accès à Internet. Mais l'objectif, c'est plutôt ça, c'est d'arriver peut-être avec une base de pratiques qui sont un peu les pratiques essentielles du DDD, par exemple, ou des testabilité. Et derrière, que l'équipe puisse elle-même faire évoluer ces pratiques-là, en supprimer quelques-unes peut-être, puis en rajouter elle-même. Mais effectivement, c'est la manière de faire aujourd'hui, c'est plutôt d'importer des catalogues de base de pratiques. Et question de Sébastien, en anglais d'ailleurs. Étant donné l'objectif de la testabilité, est-ce que vous proposez justement de créer un nouveau... Donc ça, c'est plutôt pour vous, Cyril et Julien, je pense. Directement. Je ne sais pas qui veut répondre, peut-être Cyril. En fait, j'ai pas réussi à la comprendre. Est-ce qu'on doit écrire un test en même temps qu'on fait un fix ou un refacto? Est-ce que do you advise creating a new test along as the fix? Pour prouver l'utilité de notre reconception? Pour être concret. Ouais. Oui, de toute façon, moi c'est ce que je ferais pour moi-même, si dans le cas d'un fixe ou d'un refacto, j'ai même tendance à faire des tests avant pour un refacto, pour être certain de rien casser en retouchant le code. Et pour un fixe, c'est toujours une bonne idée d'écrire un test qui montre que le code marche pas. On nous dit tiens,
voilà un scénario pour reproduire quelque chose qui marche pas, écrire un test qui montre ça, et ensuite le faire passer au vert pour dire ah bah ça y est, j'ai corrigé le fixe. Oui, tout à fait. Enfin, moi, c'est mon approche en tout cas, et en coaching aussi, forcément. Montrer les bénéfices, on dit toujours. Mais là, surtout, on veut le test. La testabilité avec un moyen, effectivement. Ouais, ok, je comprends maintenant. Alors, par manque de temps, on n'a pas mentionné d'autres pratiques, hein, mais c'est vrai qu'on aurait pu aussi mentionner que les statiques singletons mutables, ou pas mutables d'ailleurs, mais les statiques singletons qui contiennent des données éventuellement qui peuvent changer, c'est des poisons aussi. Il y en a d'autres, des poisons. Et le truc, c'est qu'ils sont, c'est ce qu'on disait en intro, ils sont même pas très difficiles. Et donc, ça mérite vraiment de les diffuser, de les faire savoir, de les généraliser, parce que c'est vraiment un quick win qui est pas loin et qui est juste devant notre nez, mais il comprend pas. C'est trop bête. C'est ballot, non? C'est vrai. C'est une bonne conclusion. En fait, c'est vrai qu'on se rend compte aujourd'hui qu'on travaille en équipe. Et il y a plein de choses qu'on fait en équipe. On pousse de l'inner source, de l'open source. Donc, on se partage des composants par-ci, par-là. Par contre, les connaissances, malheureusement, aujourd'hui, elles sont assez peu partagées dans les entreprises. Et là, la réponse, si jamais on devait se poser la question, qui est-ce qui partage vraiment bien avec des communautés de pratiques qui marchent, etc., je pense qu'on est en dessous de 50%. Donc, l'objectif, comme disait Cyril, c'est plutôt de travailler avec l'intelligence collective. Aujourd'hui, c'est un peu comme au siècle des Lumières où on était capable de savoir tout sur tout. Aujourd'hui, c'est pas possible dans l'informatique de savoir tout sur tout. Typiquement, moi, je sais faire du CSS, je sais faire du JS, du TS. Je suis nul en React. Je sais faire du Angular, mais je suis peut-être pas bon en architecture, etc. Je suis pas bon en accessibilité. Voilà, il y a des pratiques de performance aussi derrière. Il y a énormément de sujets différents à aborder quand on est en train de travailler. C'est pas juste produire du code, hein, c'est des dizaines et des dizaines de sujets variés qui nous entourent. Et évidemment, le plus simple, plutôt que de faire une formation sur tous les sujets et de passer 2 ans à se former sur tout, puis ensuite que ce soit obsolète à la fin, il vaut mieux se servir justement des expertises de tout le monde dans l'équipe et dans l'entreprise. Évidemment, quand on a des experts, comme les personnes ici, qui peuvent venir nous aider de temps en temps, comme tu disais Cyril, pas forcément tout le temps, mais juste pour nous pousser des nouvelles pratiques, c'est encore plus intéressant. Mais l'objectif, c'est vraiment de se servir de cette intelligence collective au maximum et de se partager des connaissances pour s'aligner un petit peu et faire progresser tout le monde à la même vitesse, plutôt que d'avoir quelques experts qui, eux, justement, sont super experts, et puis le reste de l'équipe qui, elle, ne progresse pas forcément sur sa manière de faire. Donc c'est pour ça qu'on a voulu parler vraiment de ce sujet, du partage de connaissances qui est essentiel. Je ne sais pas si vous avez d'autres conclusions, Julien. Non, pas spécialement. Merci. Et toi, Cyril, ouais. Non, c'est juste que je suis frustré de ne pas mentionner les autres poisons, mais bon, il y a les statiques singletons, machin, il y a tout. Faites gaffe à ne pas sortez tout ce qui est random, tout ce qui est temps, tout ce qui est accès au système time milice, tout ce qui est temps, etc. Sortir tous les effets de bord, on les sort. Voilà, ça, c'est des réflexes. Séparer les effets de bord le plus loin possible de votre code métier, etc. Il y a des réflexes qui, de toute façon, font que tester devient facile. Évitez les gros mocks. Ça n'aide pas forcément à tester. À la fin, quand on met trop de mocks, on finit par tester que les mocks font bien ce qu'on leur a demandé de faire, mais ce qui ne nous aide pas beaucoup. On l'a vu, ça. Ouais. On l'a vu Et les gros mots, oui, ok. Bah, merci pour la bonne humeur sur le chat aussi à tous et à toutes. Merci tout le monde. Ouais. Merci à tous. Merci tout le monde. Puis comme indiqué, on va mettre le catalogue de pratiques par suite. Et Cyril, peut-être que tu auras l'occasion de mettre plein de pratiques et plein de patterns dans ce catalogue, si tu veux. Bah, pas tant que ça, parce que justement, je suis trop conscient de leurs limites, de leur contextualisation, et trop conscient que même la façon de l'exprimer doit être contextuelle aussi. Donc, c'est très inhibant. C'est vrai, c'est vrai. Et à titre d'inspiration, oui, le hub, il faut le prendre comme une inspiration, et ensuite à rephraser, à paraphraser ensuite dans votre contexte. Tout à fait. Ouais. C'est pour ça que vraiment, c'est ce qu'on dit aux équipes. Ne démarrez pas avec plein de pratiques du hub et en vous en servant comme si c'était les pratiques du Messi. Vraiment, il faut les garder de côté et s'en inspirer, mais créer vos propres bonnes pratiques. C'est ça qui est vraiment intéressant. Bonne journée tout le monde. Merci pour votre participation et puis pour votre enthousiasme dans le chat. Et puis à bientôt. Bonne journée. Et coucou Cyril, coucou Isabelle, coucou Nicolas, coucou les collègues anciens. Salut tout le monde. Ciao. Ciao.